Donc, rebonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'inscription, pour l'intérêt porté sur ce sujet et pour la ponctualité, hein, parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient là avant même l'heure, quoi. Donc, ça, c'est vraiment c'est très réconfortant. Nous qui avons l'habitude d'organiser beaucoup de webinaires, beaucoup d'activités. Les webinaires, encore, on n'a pas trop de soucis par rapport à la ponctualité, comme il n'y a pas ces histoires de déplacement. Mais les activités que l'on organisait souvent en présentiel dans le cadre du projet, on ne pouvait jamais démarrer avant une demi-heure, avec une demi-heure, trois quarts d'heure de retard à chaque fois, parce que les embouteillages à Dakar, c'est monstrueux. Mais, donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, le sujet qui va nous réunir, c'est un sujet un peu moins classique dans notre secteur, hein, par rapport à tout ce qu'on a organisé jusqu'à présent. C'est un sujet qui va toucher plus sur tout ce qui est impact environnemental. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début du projet. Pour tout dire, on n'en a même pas parlé depuis le début du projet, même si ça fait partie quand même on pense, des activités où les entreprises de notre secteur doivent être suffisamment sensibilisées, voire aller largement au-delà de la sensibilisation, comme certains l'ont déjà montré avec l'intérêt qu'ils ont sur le sujet, mesurer leur impact environnemental. Ce n'est pas juste un sujet d'actualité comme ça peut être aussi un sujet structurant pour certaines des entreprises. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait appel à Sophie Conchon, qui est la fondatrice de Weezer Impact. On dit Weezer ou Wiser, Sophie? Wiser, ça vient de l'anglais. Wiser. Donc, Wiser. Mais tu peux essayer donc version allemande, ouais. Viseur. On va dire Weezer Impact, donc qui est une spécialiste du sujet pour un premier webinaire de sensibilisation de mais à nouveau, de sensibilisation, enfin, d'éveil peut-être sur le sujet, plus comme je l'avais indiqué dans le mail, le premier mail que j'avais envoyé, au-delà du webinaire, un petit programme de coaching de 5 PME bénéficiaires du projet NTF4. Donc, on avait envoyé en même temps sur ce mail-là le lien pour s'inscrire. Donc, on n'a pas encore listé les 5 PME ou startups qui seront retenus pour cela. On le fera après. Et donc, Sophie pourra les coacher derrière sur une série de séances sur une durée de 5 semaines. Sophie, peut-être pourra y revenir vers la fin pour parler de ça. Donc, encore merci. Et puis, je vais laisser la parole à Sophie qui va se présenter elle-même et parler de l'agenda et du contenu de cette session d'une heure. Encore merci à tous et bon séminaire. Sophie, up to you. Merci Diabel, et merci pour cette introduction et honorée du coup de traiter de ce sujet pour la première fois dans le programme. Donc, on va parler d'impact environnemental et d'impact plus largement, en parlant notamment du référentiel Bicorp, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Moi, donc, outre être fondatrice de Wiser Impact, Wiser étant pour la sagesse, soyons peut-être plus sages dans la gestion, faisons preuve de plus de sagesse dans la gestion de notre impact. Outre avoir créé ma propre entreprise, je suis surtout experte du référentiel Bicorp et je forme aujourd'hui des gens à utiliser ce référentiel pour mesurer leur impact. C'est pour ça que vous voyez ce petit logo Former Be Leader. C'est que je suis à la fois formée et formatrice sur ce référentiel. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du sujet de l'impact en fait du secteur du numérique, voir d'abord que c'est un sujet de préoccupation croissant des entreprises sous l'effet en fait de la pression de leurs parties prenantes. Que quand on parle d'impact du numérique, la clé, et ça c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, c'est de le mesurer pour pouvoir s'améliorer. Et certains parmi vous ont déjà commencé le chemin. Et pour ceux qui suivront le programme de coaching, vous ferez un bond en avant sur cette mesure et sur la façon de communiquer cet impact. Et si vous n'êtes pas retenu dans le cadre du programme, vous pourrez tout de même utiliser l'outil que je vais vous présenter. Donc, rien qu'en participant à ce webinaire, vous avez déjà, je dirais, les premières clés pour avancer et mesurer votre impact. Et pour faire ça aussi, dans la troisième partie du webinaire, on ira à la rencontre de 3 entreprises qui utilisent aujourd'hui ce référentiel
pour mesurer leur impact, dont vous pourrez vous inspirer. Je les ai choisies parce qu'elles sont soit dans le secteur du numérique, soit parce que je vous ai pris la première entreprise sénégalaise certifiée Bicorp, parce que ça vous permet aussi, pour ceux qui sont à Dakar, d'aller leur demander qu'est-ce que ça leur a apporté de faire justement cette mesure d'impact. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question pour vous toutes et tous. Un sondage que tu peux du coup lancer, Diabel, et qui va normalement apparaître à vos écrans, qui est finalement, si on regarde l'impact environnemental des technologies de l'information et des communications aujourd'hui, quelle est l'affirmation parmi les 4 qui s'affichent à l'écran qui vous paraît la plus juste? Donc, est-ce que c'est une solution pour réduire l'impact environnemental d'autres industries? Est-ce que ça représente en totalité 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre? Pour vous donner un repère, les 4 c'est aussi l'équivalent du secteur aérien, donc du secteur des transports par avion. 5e option, est-ce que ça représente plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an? Et enfin, dernière option, c'est une partie des impacts d'un secteur en croissance. Donc, je vois que ça ne s'affiche pas complètement. Donc, l'impact environnemental, est-ce que finalement, c'est la totalité ou seulement une partie des impacts de ce secteur qui est en croissance? Alors, je vois les réponses s'afficher au fur et à mesure. Donc, il y a une petite, on va dire, je vous laisse encore 1 minute pour voter et décider ce qui vous paraît l'affirmation, en tout cas la plus juste, sur l'impact environnemental du secteur du numérique, enfin, des technologies de l'information et de la communication. On a la moitié qui ont voté, il en reste encore 7. Ouais. Bon, je sais que c'est pas facile d'arbitrer. Alors, on vous laisse encore 20 secondes. Et je vous commenterai ensuite justement les résultats qui, allez, un dernier ou une dernière participante et on révèle le score. Merci pour celui et celle qui a voté. Donc je vois, 45 d'entre vous, la majorité, pensent que en fait, en termes d'impact, les technologies de l'information et de la communication représentent 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an. C'est juste, tout à fait juste. C'est le volume de déchets qui est aujourd'hui produit, par cette industrie. Ceux qui ont répondu que c'est 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, vous avez raison également, pour 33 d'entre vous, puisque c'est aujourd'hui ce que représente, cette industrie et on projette à horizon 2025 une multiplication par 3, des émissions liées à ce secteur en croissance. Ce qui fait que même si le pourcentage paraît, négligeable, il est, clairement en croissance, là où sur d'autres secteurs de l'industrie on réduit. Et enfin, oui, le numérique est aussi une solution pour réduire l'impact environnemental d'autres industries. Donc ceux qui ont pris cette réponse, c'est juste aussi. Et la dernière option qui était, donc, de dire que l'impact environnemental, c'est finalement une partie, des impacts de ce secteur, c'est justement pour faire un pas en arrière et se dire que, aujourd'hui, il n'y a pas que l'impact sur la planète, il y a aussi l'impact sur les personnes qui travaillent dans ce secteur et les personnes qui utilisent. Donc n'oublions pas aussi les humains, les impacts sociaux et sociétaux de ce secteur, qui sont importants. Donc pas de piège, en tout cas dans ce sondage. Le but, c'était surtout de vous montrer qu'il y a plein de façons de regarder l'impact, et que toutes ces réponses sont justes. Et aujourd'hui, en fait, ce sujet du numérique responsable est devenu un enjeu croissant pour les entreprises. Enjeu croissant puisque, comme on l'a vu, les impacts environnementaux, du secteur du numérique, ne font qu'augmenter et représentent, une part importante en fait, de la consommation totale d'énergie dans le monde, 4 des émissions de gaz à effet de serre, on l'a vu, de la consommation d'électricité, c'est associé, et aussi un impact qui pourrait paraître négligeable, mais qui ne l'est pas, sur l'eau, du fait, fait de la phase de production, de tous les équipements que nécessite ce secteur. Et donc, c'est un contributeur à la fois
positifs et négatifs à cet objectif du développement durable qui est celui de lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, il y a des attentes croissantes des parties prenantes vis-à-vis des entreprises, en commençant déjà par les ONG et la communauté scientifique qui nous montrent les impacts de ne pas tenir la trajectoire des accords de Paris, de rester sous un réchauffement climatique à 1,5 degré et qui attendent du coup des entreprises qu'elles fassent leur part pour contribuer. De même que les pouvoirs publics qui se sont tous engagés à soutenir l'agenda mondial des Nations unies, savent très bien qu'ils n'atteindront leurs objectifs que si les entreprises s'engagent et donc il y a des attentes croissantes aussi pour que chaque entreprise fasse sa part, dans cet agenda, mondial. Les consommateurs, que je dirais citoyens, puisqu'ils s'interrogent de plus en plus sur leurs pratiques et je pense que l'épidémie, la pandémie que nous connaissons, depuis l'année passée a profondément, amené des questions de sens et quand on regarde dans le secteur du numérique le succès d'un téléphone comme le Fairphone, qui est le premier téléphone modulaire où on peut simplement changer certaines pièces plutôt que tout le téléphone et qui est pour moi un des symboles de la lutte contre l'obsolescence programmée, montre bien qu'il y a aujourd'hui des changements de consommation qui poussent aussi les entreprises à la fois à innover et à prendre en compte en fait ces sujets d'impact. Et par ricochet, on est finalement tous le fournisseur, d'une autre entreprise. Celle-ci, dans leur sphère d'influence, pose des conditions de plus en plus importantes, sur leurs fournisseurs et c'est ce qu'on va regarder, maintenant plus en détail. Puisque si vous regardez, l'enjeu pour vos entreprises, mais aussi pour vos clients, si vous vous mettez à leur place, c'est de fiabiliser, les pratiques de leur chaîne de valeur. Parce qu'il y a aujourd'hui cette notion de responsabilité élargie qui s'applique de plus en plus pour les grandes structures. Ce qui vous explique aussi pourquoi vous voyez apparaître des critères RSE dans les grands appels d'offres. Ce qui vous explique aussi pourquoi, depuis, ce début d'année, certaines entreprises, des grands comptes, en Europe qui utilisent la plateforme EcoVadis demandent à leurs fournisseurs d'atteindre un score minimum au risque de les déréférencer, dans leur base de fournisseurs pour s'assurer en fait qu'effectivement toute leur chaîne de valeur est responsable. Et ce qui vous explique aussi cette recherche de fiabilisation de la chaîne de valeur, le boom que l'on voit autour des labels. Les labels n'étant et les certifications n'étant quoi? C'est un tampon, par un tiers externe pour assurer en fait de la véracité, des pratiques d'impact d'une entreprise. Et donc ce que je vous ai mis, c'est des labels généralistes, que vous connaissez peut-être. En tout cas, Engagé RSE et Lucie 26000 sont des labels basés sur la norme ISO 26000, qui est la norme de référence de la RSE. Le label Bicorp, on va revenir dessus, c'est un label international avec son propre référentiel. Et le label numérique responsable qui est apparu il y a moins de 2 ans, qui est un label aujourd'hui qu'on trouve en France, en Belgique et en Suisse, qui permet de certifier les acteurs du numérique responsable et donc qui est un label, purement sectoriel. Mais revenons, maintenant qu'on a posé un peu le pourquoi agir, venons maintenant plutôt sur le comment. Le comment, donc s'améliorer et améliorer l'impact de votre entreprise, cela passe par commencer par le mesurer, pour en avoir une compréhension la plus exhaustive possible. Et pour le mesurer, cela commence, tout d'abord en se posant les bonnes questions. Et donc ce que je vous ai sélectionné ici, c'est une série de questions que vous allez retrouver dans le référentiel Bicorp qui vous permet finalement d'aller chercher à mesurer, ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est que finalement, on n'a qu'une seule planète, cette planète, si on continue à ponctionner toutes les ressources dessus, et à émettre autant de gaz à effet de serre, on va la rendre inhabitable. Et donc mesurer, son impact est clé pour se rendre compte de comment on pourrait progresser, en tant qu'entreprise et faire sa part. Et le référentiel Bicorp offre du coup une approche, holistique et à 360 pour mesurer son impact, il va vous aider à vous poser les bonnes questions dans 5 grands domaines que vous voyez s'afficher à l'écran. Le premier, c'est celui de la gouvernance, la façon dont l'entreprise est dirigée et prend ses décisions. Le deuxième, c'est celui des collaborateurs, bien sûr, et des collaboratrices qui font la richesse de l'entreprise. Le troisième, c'est celui de la collectivité, qui est une catégorie, je dirais, peut-être un peu fourre-tout, dans laquelle vous trouverez
à la fois vos fournisseurs, mais aussi, l'impact que vous avez plus largement sur votre territoire, et les engagements que vous pouvez avoir avec notamment des ONG, le tissu associatif. Votre impact environnemental, c'est la quatrième grande, partie de ce référentiel et enfin l'impact que vous avez sur vos clients. Quelles sont les pratiques responsables que vous avez mis en place? Et donc ce référentiel, cet outil, vous voyez le nom en bas, il s'appelle le B-Impact Assessment. C'est un référentiel, qui a été construit sur la base de standards internationaux et qui fait le pont avec quelque chose que vous connaissez peut-être aussi pour mesurer l'impact, qui sont, les référentiels ESG, donc pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Et là, je vous ai fait en fait, apparaître les ponts, qui existent entre ces 2 types de méthodologies. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs en fait, qui posent des critères ESG dans, les investissements qu'ils font et certains utilisent même le B-Impact Assessment pour, évaluer les participations qu'ils prennent dans certaines entreprises. Maintenant, on va zoomer sur chacune de ces trois grandes catégories d'impact. D'abord l'environnement, ensuite je reviendrai sur le social et le sociétal et enfin sur la gouvernance. L'idée ici, c'est de vous lister un certain nombre de questions, pour celles et ceux qui ne suivront pas forcément le programme de coaching, pour commencer en fait la réflexion, de se dire: «Si demain je devais mesurer, mes impacts environnementaux, l'objectif in fine, c'est de mesurer pour réduire, cette empreinte et donc ça passe par quoi? Ça passe par se poser déjà la question de: «Est-ce que vous avez fait un bilan de vos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous suivez vos consommations énergétiques? Est-ce que vous avez un plan de réduction, de votre empreinte carbone? Quelles sont vos consommations d'eau et est-ce qu'elles ont réduit, dans les dernières années? Quelle est la part d'énergie renouvelable dans les consommations énergétiques de votre entreprise?» Et enfin, et vous l'avez souligné à travers vos réponses au questionnaire, est-ce que vous recyclez vos déchets, en particulier, les D3E qui sont les déchets d'équipements électroniques? Ça, c'est pour, votre impact environnemental. Maintenant, regardons vos impacts sociaux et sociétaux qui sont mesurés dans 3 grandes catégories du référentiel. Là, ici, on s'interroge du coup sur la satisfaction de vos équipes. Est-ce que vous la mesurez régulièrement? Puisque finalement, l'engagement des collaborateurs, c'est ça aussi qui fait la richesse d'une entreprise. Quelles sont vos pratiques d'évaluation justement des collaborateurs? Est-ce que vous les évaluez aussi sur leur contribution, à réduire l'impact environnemental de votre entreprise, par exemple? Comment vous encouragez un environnement de travail qui est équitable et inclusif et qui favorise du coup la diversité dans vos équipes? Est-ce que vous avez un engagement citoyen et si oui, comment il se manifeste? Est-ce que vous avez une politique de dons active? Vous faites du pro bono, donc et du temps de vos salariés qui sont là pour aider à travers leurs compétences, des ONG? Est-ce que vous avez des actions de plaidoyer pour faire avancer peut-être ce sujet du numérique responsable? C'est notamment ces actions de plaidoyer qui ont mené à la création d'un label numérique responsable pour faire la distinction entre les acteurs engagés et les acteurs moins engagés. Enfin, quelles sont vos pratiques de gestion, pour garantir une chaîne d'approvisionnement responsable? Donc comment travaillez-vous avec vos fournisseurs, sur le sujet? Ça, c'est pour votre impact, social et sociétal. Et dernière grande typologie d'impact, l'impact sur votre gouvernance. L'idée ici étant de mesurer pour durer, puisque la gouvernance, finalement, ce sont l'ensemble des règles que vous vous donnez, pour avancer et prendre de bonnes décisions. Et prendre de bonnes décisions, ça passe par, concerter, et comprendre l'avis de vos parties prenantes. Quels sont, vos mécanismes de dialogue? Quel dialogue vous avez mis en place? Je pense, Neurotech qui témoignera à la fin pourra vous en dire, certainement plus dans le cadre de leur exercice sur la communication, sur le progrès. Quels sont vos ind Est-ce que vous avez des indicateurs ESG, donc des indicateurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance, que vous suivez pour mesurer en fait votre impact au-delà de votre performance financière, qui est clé pour la bonne santé de votre entreprise? Mais dans la durée, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ont une bonne performance ESG tiennent plus, et plus longtemps et sont plus résilientes aux crises.
Troisième question à vous poser, c'est quelles sont les pratiques de gestion, que vous avez mis en place pour garantir le respect de principes éthiques dans la conduite de vos affaires? Est-ce que vous avez un code d'éthique, par exemple? Et enfin, question clé dans l'univers du numérique, comment garantissez-vous la confidentialité et un traitement responsable des données qui sont collectées par votre entreprise? C'est un enjeu de gouvernance des données, que vous détenez et qui est de plus en plus prégnant et important, pour les parties prenantes. Finalement, avec ce référentiel, Bicorp, et donc cet outil, dont je vous parlais, le B-Impact Assessment, vous allez pouvoir mesurer, et mettre un score, en fait, sur 4 grands types, d'éléments. Tout d'abord sur des pratiques ou des programmes que vous avez mis en place. Heu, Deuxièmement, sur des règlements ou des procédures internes que vous avez formalisées. Troisièmement, sur des indicateurs quantitatifs, par exemple vos émissions, de gaz à effet de serre de scope 1, scope 2, scope 3. Vous allez du coup les mesurer et avoir une partie de votre score qui dérive de cela. Et enfin, quatrième grande catégorie, mesurée par ce référentiel, c'est l'effet et le résultat des pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique, je dirais, à Bicorp. C'est non seulement de regarder, ce que vous faites, mais aussi d'évaluer le résultat des pratiques mises en place et de vous permettre du coup, d'objectiver ces éléments-là, pour mieux derrière, améliorer votre impact. Ça, on va dire, c'était une présentation du référentiel et ça pouvait paraître, un peu théorique. Rentrons dans le concret à travers, l'exemple de 3 entreprises engagées, qui donc sont certifiées Bicorp dans 3 secteurs, assez différents. Je vous ai sélectionné du coup, Norcis qui est une entreprise de services numériques, en France et pour laquelle on regardera du coup leurs bonnes pratiques environnementales et de gouvernance. Hootsuite, que peut-être certains d'entre vous utilisent, qui est une plateforme de gestion de vos médias sociaux, qui est une entreprise canadienne, qui a des bonnes pratiques en matière de collaborateurs et sur, la gestion de ses clients. Et enfin, la laiterie du Berger, qui était donc la première entreprise, certifiée, Bicorp au Sénégal. Pas du tout dans le secteur du numérique, mais je trouvais ça intéressant aussi, de voir comment un acteur local s'est engagé. Et notamment, leurs bonnes pratiques en matière de collectivité, que ce soit sur les fournisseurs et l'impact qu'ils génèrent localement. Partons tout d'abord à la rencontre de Norcis. Alors, à chaque fois, vous allez voir, je vous ai mis, finalement les indicateurs classiques de présentation d'une entreprise, son chiffre d'affaires et le nombre de personnes qu'elle emploie. Heu et à gauche, ce que vous découvrez, c'est son score d'impact dans le B-Impact Assessment. Donc, quelle est la note qu'ils ont obtenue? Sachant que pour se certifier B Corp, obtenir la certification, il faut avoir un score de plus de 80 points et donc comme vous le voyez, ils ont dépassé de 7 points, ce score-là, sachant qu'il s'améliore, de façon continue vu que l'entreprise se recertifie tous les 3 ans et donc avec les pratiques qu'ils ont mis en place, notamment sur la partie environnementale, ils vont, je suis sûre, augmenter leur score et donc dans leurs bonnes pratiques environnementales, ils ont conduit en fait 2 bilans carbone. Un premier qui est un bilan carbone collectif, qui est mesuré en fait depuis 2006 et qui permet à l'entreprise justement, de voir en fait, quelle est son empreinte, carbone. Et ils ont aujourd'hui, l'ambition d'avoir un bilan carbone positif, d'ici 2025. Vous pouvez justement aller voir sur leur site quel est leur plan d'action, pour y parvenir. Donc, ce qui est aussi, récompensé dans le référentiel B Corp, c'est cet effort de transparence et de dire où est-ce que l'entreprise veut aller, de partager ses objectifs. Mais une bonne pratique que je trouve super intéressante chez Norcis aussi, c'est que l'un des leviers clés pour réduire leur empreinte carbone, c'est l'empreinte liée à la mobilité, des collaborateurs. Alors Diabel, au début, tu disais quand on fait du présentiel, il y a toujours les embouteillages à Dakar. Et bah, justement, en fait, quand on se rend compte aussi des émissions de carbone qu'on émet à chaque déplacement, on peut aussi s'interroger et se dire: «Tiens, est-ce que j'aurais pas une alternative à prendre?» Et ce type de question est d'autant plus facilité quand on, se rend compte finalement de sa consommation individuelle et donc l'entreprise Norcis a développé un outil qui permet en fait à chaque collaborateur de suivre, son empreinte personnelle, liée à ses déplacements et à l'utilisation du matériel de l'entreprise, et du coup sa contribution au bilan carbone collectif. Et cette prise de conscience permet, justement en fait de réduire
de participer à l'effort collectif de réduction. Dernière bonne pratique de l'entreprise Norcis, c'est une pratique pour le coup de gouvernance. Cette entreprise qui fonctionne pour le coup, dans un modèle, de hiérarchie, assez plate, a mis en place ce qu'on appelle la perma-entreprise. C'est un modèle du coup de gouvernance, qui est viable et inspiré de la permaculture pour un futur vivable. L'idée dans la perma-entreprise, c'est justement de remettre au centre l'humain et la prise en compte en fait des sphères de la limite, que nous avons tous, à savoir nous habitons qu'une planète et dans la prise de décision, d'intégrer l'éthique. Donc vous pourrez voir justement sur leur site, comment ils ont modélisé tout ça et comment ce modèle d'entreprise les aide aussi, à augmenter leur impact, collectivement. On part maintenant au Canada sans bouger de votre chaise, pour, aller à la rencontre de Hootsuite, que vous utilisez peut-être, pour gérer en fait vos différents, comptes, de médias sociaux. Ce qui est particulièrement intéressant chez eux en termes d'impact, c'est ce qu'ils ont fait sur le volet du coup social, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ils ont une politique très active de formation et de promotion de la diversité. Ils utilisent en fait le référentiel Bicorp pour se challenger et continuer à mesurer, sur ce sujet, ce qui vous explique notamment qu'ils ont un bon score en la matière, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Et la deuxième pratique que je trouve intéressante et plus sociétale pour le coup, c'est qu'ils ont une approche de soutien du monde associatif et donc d'accessibilité de leurs services à cette catégorie de clientèle, puisqu'ils proposent, moins 50 de réduction sur leurs services pour les associations et surtout, leurs salariés donnent en pro bono des cours pour aider en fait, ces organisations à transmettre leurs messages et promouvoir leurs causes sur les réseaux sociaux et donc ça fait partie en fait de leur impact sur la collectivité et leurs clients. Et maintenant revenons, plus près de vous, pour, découvrir, la première entreprise, certifiée, Bicorp au Sénégal qui était donc, la laiterie du Berger. Donc la laiterie du berger qui a un score, comme vous pouvez le voir, assez impressionnant, ils sont quasiment à 100 points, ce qui en fait montre une entreprise qui a mis en fait l'impact au cœur de sa mission et sa mission en fait, revêt, 2 caractères. D'un côté, le premier impact, qu'elle permet, c'est de relocaliser une filière de production et parce qu'aujourd'hui en fait, l'essentiel, de la production de lait était jusqu'à présent, importé au Sénégal et donc grâce à leur, modèle d'affaires, ils permettent à 800 familles d'éleveurs, de vivre de la collecte quotidienne du lait pour produire les yaourts d'Olima que peut-être, certains d'entre vous ont eu l'occasion de consommer. Et puis la deuxième partie de leur impact est qu'ils améliorent en fait la nutrition des enfants scolarisés, grâce au programme Lemateki qu'ils ont construit en partenariat avec l'ONG Endagraph Sahel, qui du coup permet en fait, aux enfants d'avoir, justement un yaourt renforcé en nutriments, pour, bah, tenir, la matinée et mieux apprendre. Et donc c'est ce double modèle et ce double impact qui est nettement valorisé dans leur score, Bicorp que vous voyez dans le score collectivité, ainsi que leurs pratiques sur les collaborateurs puisqu'ils emploient justement, ils permettent à une large, population d'avoir accès à des emplois et ils les forment et donc ça vous explique aussi pourquoi ils ont un score à 50 points. Voilà pour, on va dire, l'illustration de comment ça peut se traduire de remplir ce questionnaire et quelles sont les bonnes pratiques, qu'ont mis en place certaines entreprises certifiées. Pour ceux, en fait, qui suivront le programme, que mentionnait Diabel au début, on va rentrer plus en détail pilier par pilier et en fait, les sessions de coaching sont là pour vous aider, justement à, rentrer dans le référentiel et surtout à produire derrière, une présentation de vos pratiques d'impact comme j'ai pu le faire pour les entreprises mentionnées et ainsi pouvoir entrer en dialogue avec les parties prenantes, de votre entreprise qui sont intéressées à mieux connaître votre impact. Pour ceux qui n'auront pas la chance de suivre ce programme, vous pouvez tout de même aller vous créer un compte sur le site beimpactassessment.net.
En fait, c'est gratuit. Vous avez juste, en fait, à paramétrer votre entreprise et cela vous permettra, en fait, en répondant au fur et à mesure aux questions, de vous comparer à des entreprises qui ont déjà, en fait, rempli le questionnaire et vous rendre compte de où est-ce que vous vous situez pour derrière mieux communiquer votre impact, et vous améliorer. Dernière chose, sur, le Be Impact Assessment, cet outil, en fait, est connecté à un autre outil qui s'appelle le SDG Action Manager, qui a été lancé l'année passée par l'ONG BeLab, qui est l'ONG, derrière le référentiel B Corp, en partenariat avec, le UN Global Compact. L'idée de cet outil du SDG Action Manager, c'est de permettre aux entreprises de mesurer leur contribution aux objectifs du développement durable des Nations unies et parmi les utilisateurs, vous avez notamment Infomaniac, qui est une entreprise, donc un hébergeur, responsable puisque aujourd'hui, cet hébergeur, basé en Suisse, a 100 de l'énergie utilisée pour propulser ses serveurs qui est d'origine renouvelable et qui pratique la compensation carbone à hauteur de 200 des émissions, de CO2 émises. L'idée étant de dire: «On est dans une contribution positive», pour faire avancer en fait, l'ensemble du secteur et donc quand vous regarderez dans la présentation, vous pourrez, aussi, découvrir leurs 20 engagements et trouver aussi de l'inspiration dans, pour votre propre entreprise, dans des pistes d'action possibles à mettre en place, en vous inspirant de ce qu'ils ont fait. Ils utilisent le SDG Action Manager justement pour, mieux comprendre quelle est leur contribution à eux, a acteurs du numérique, dans cet agenda, des Nations unies et justement pour, finir sur, cet agenda 2030, le UN Global Compact qui existe depuis maintenant, plus de 20 ans, vous avez parmi les participants au programme NTF4, quelqu'un qui l'a signé dès 2012, je dirais plutôt pionnier. Et donc, Abdoulaye, si tu veux enlever ton micro, moi, ce que je trouverais intéressant que tu partages avec le groupe, c'est justement quelles sont les motivations, ce qui t'a conduit, en fait, à signer et t'engager à rejoindre le UN Global Compact. Et qu'est-ce qu'en finalement, en 7 COP, vous avez appris, depuis 2012, en faisant cet exercice? Alors et on t'entend pas pour l'instant encore. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Super. Bonjour tout le monde. Alors, je pense que nous allons faire ça en deux parties. Nous avons quand même développé une grosse compétence Global Compact, en fait, sur la communication, sur le progrès, sur la rédaction, sur la communication, sur le progrès. Seynabou nous en parlera tout à l'heure, un peu de comment elle fait ça tout au long de l'année. En tout cas, comment elle récupère les différents indicateurs pour pouvoir préparer sa communication sur le progrès. D'ailleurs, elle a une échéance au 26 avril pour notre communication sur le progrès de 2020. Alors, c'est parti d'un constat très simple. C'était très orienté sur le bien-être au travail des collaborateurs. Je ne voyais pas en 2012, je pense que tout ça n'existait pas, la plupart des choses n'étaient pas encore mesurées. En tout cas, c'était les balbutiements vraiment de la responsabilité sociétale, en tout cas au Sénégal. Et donc, nous, on était parti sur un projet qu'on avait mis en place qui s'appelait le Human Cloud. On ne parlait même pas de cloud en ce moment. On a créé le nuage humain au sein de Neurotech pour pouvoir créer une cohésion, une solidarité entre les collaborateurs et on faisait beaucoup d'actions. On faisait un repas, par exemple, ensemble par semaine. On faisait des actions de dons. Donc, c'était vraiment du bénévolat. Ça a vraiment commencé comme ça. Et puis, on a essayé de dire, OK, ce serait bien. Moi, j'aime bien quand on fait quelque chose, d'avoir un référentiel en face. Ça permet de se mesurer. Ça permet de savoir, et puis ça permet d'avoir des idées de ce qu'on pourrait faire éventuellement. Et puis, progressivement, de rajouter des petites briques au fur et à mesure. Et je pense que c'est comme ça que nous avons construit la responsabilité sociétale de Neurotech jusqu'à être Advanced Global Compact des Nations Unies, c'est par petites briques. Et c'est ce que je conseille à l'ensemble chaque fois que j'interviens dans des webinaires ou dans des séminaires, c'est ce que je conseille aux gens, d'y aller progressivement par petites briques
parce que ce n'est pas considéré comme étant du travail, mais c'est un impact très fort sur le travail. Je m'explique. Ce n'est pas ce qui rapporte du chiffre d'affaires tout de suite, parce que ce n'est pas du commercial, ce n'est pas de la technique, c'est pas ce qu'on va faire chez les clients, mais à terme, ça rapporte énormément d'avantages sur la mobilité des collaborateurs, sur le bien-être au travail, sur l'engagement sociétal qu'on peut avoir envers sa communauté. Le dialogue des parties prenantes, c'est un exercice extrêmement intéressant pour nous que nous faisons chaque année parce que nous sommes déjà obligés de le faire dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. Comment on gère ses sous-traitants, on rend ses sous-traitants plus efficaces. Je pense qu'on vous expliquera, si on a le temps tout à l'heure, comment on a réussi à développer nos sous-traitants pour qu'ils soient plus compétents et pour pouvoir nous aider. Je m'en reste là, mais parce que si tu me laisses la parole, je peux parler pendant 1 heure de temps. J'avoue que... Ta question était comment on est arrivé là-dedans. Je reste sur la question pour le moment. Et du coup, je trouve ça intéressant quand tu disais on a ajouté des petites briques d'année en année. Donc, Oui, c'était déjà une première piste pour ma deuxième question. oui. Et comment, en fait, l'exercice de devoir communiquer chaque année votre performance, finalement, l'impact ESG que vous avez, vous a aidé à vous améliorer. Ok. Moi, je pense qu'on fait beaucoup de choses chez Neurotech par intuition. Et je suis assez impressionné du résultat de cette intuition sur l'ensemble de nos activités, sincèrement. À chaque fois qu'on lance des projets, qu'on sent des choses, et c'est difficile à expliquer, mais on a une capacité à faire des choses qui nous rapportent dans les 3-4 prochaines années et qui nous permet justement de nous lancer dans une démarche et que nous réussissons parce que nous avons déjà commencé plus tôt. Mais nous l'avons plutôt fait par intuition plutôt que par soumission à une référence ou chercher un label bien précis. Quand on se lançait dans la responsabilité sociétale, on ne connaissait pas le Global Compact. À l'époque, on ne connaissait pas encore ODD, les objectifs de développement durable. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, donc on s'est vraiment lancé dessus. Et après, on se rend compte qu'on a fait tellement de choses. Quand je vous écoute, Sophie, je suis convaincu que nous avons fait tellement de choses que l'écart n'est pas si important que ça, mais ça va encore permettre de nous améliorer, mais surtout de continuer à nous mesurer. Parce que je pense qu'on a une faiblesse sur la capacité de continuer à nous mesurer et la faiblesse sur l'engagement des collaborateurs. Je l'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite comment faire que nos collaborateurs soient encore plus engagés pour faire des automesures. Pas pour participer à des projets internes, mais pour faire les automesures. Je pense que ça, c'est une piste de développement extrêmement important pour nous. Alors, je vais prendre... Oui, c'est intéressant que vous disiez le challenge, c'est de continuer à s'améliorer. Je le Oui, vois dans l'utilisation du référentiel B Corp. Les oui, entreprises, en fait, comme elles se recertifient tous les 3 ans, c'est il y a ça. un peu cette petite compétition interne de je ne peux pas me recertifier en ayant un moins bon score. Donc, je dois C'est ça. améliorer mon score. Et on rentre du coup dans cette logique positive d'une compétition, non pas pour être le meilleur du monde, mais le meilleur pour le monde, ce qu'on est en train de mesurer, finalement, c'est la contribution pour la planète, pour les hommes et les femmes, et plus globalement pour l'ensemble de ces parties prenantes. Mais je t'en prie, tu avais un exemple que tu voulais nous partager. Oui, en fait, je disais tout à l'heure, c'est très difficile dans certains secteurs, comme le numérique, par exemple, de ne pas y penser. La laiterie Berger, moi, je ne suis pas très surpris de leur score. Pourquoi? Parce que c'est le modèle d'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui va chercher du lait dans les villages, à Richard Toll et dans les villages environnements, qui impacte la vie des éleveurs qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école, donc un fort impact sur la communauté, les salariés qui se vouent complètement à cette mission. Donc, ça devient une entreprise à mission. Et ça, c'est extrêmement important. Créer un produit avec un label sénégalais, alors qu'on importait énormément des quantités de lait. On continue à importer des quantités de lait aujourd'hui au Sénégal. Il n'y a pas encore eu d'arbitrage sur les taxes. Comment taxer le lait qui est importé plus fort pour pouvoir permettre à ces
à la laiterie du berger de continuer à vendre son lait, ainsi de suite. Et puis enlever ce complexe du lait qui vient d'ailleurs, qui doit être meilleur que le lait que nous avons ici. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est pas difficile pour une entreprise comme ça, de par tout son cycle, son circuit d'approvisionnement, de distribution, d'existence même, d'arriver à ce niveau de score. C'est le principe même d'une entreprise sociale avec un impact très, 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 très fort. Et je pense que tous les entreprises de ce secteur, c'est pareil dans les entreprises du secteur des énergies renouvelables, ceux qui seront dans tous les secteurs d'énergie, tout ce qui est énergie renouvelable, vont inévitablement cartonner. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, où il y a un impact fort sur les populations, où on peut créer beaucoup d'emplois. Par exemple, à laiterie berger, la création d'emplois est très forte. Et l'impact même à long terme sur la création d'emplois, les enfants qui n'allaient pas à l'école, les jeunes filles qui n'allaient pas à l'école parce qu'elles devaient faire des travaux champestres, tout ça est extrêmement important. Alors, pour le secteur du numérique, c'est un peu plus compliqué. Mais quand j'ai écouté tout à l'heure votre communication, Sophie, à Neurotex sur la gouvernance, dès l'année dernière, on ne savait même pas qu'il fallait faire quelque chose sur la gouvernance pour la RSE parce qu'on n'avait pas une bonne notion de B Corp. On découvre ça en même temps que la plupart des participants. Moi, je connaissais bien B Corp parce que mon fonds d'investissement IEP est certifié B Corp depuis 2 ans, je pense. Nous avons mis en place une gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance RSE chez Neurotech, qui est chargée de valider les projets internes, de valider les budgets. Et puis, on a mis en place un système de concours interne avec des comités internes et qui permettent de gagner un prix. Donc ça fait un petit concours déjà pour l'ensemble des collaborateurs qui se challengent. Et puis, on a organisé l'année dernière une séance de recrutement. Donc, chaque lead d'un groupe, par exemple, sport, bien-être au travail, développement durable, réduction énergétique, aide-moi rapidement, hygiène, sécurité au travail, activité ludique, challenge. Donc, on a beaucoup de comités et ces comités sont chargés de recruter déjà pendant une demi-journée des collaborateurs en portant des t-shirts aux couleurs de leur comité, de recruter déjà des collaborateurs. Ça permet d'aller chercher les collaborateurs dans un moment fun pour les faire participer à des activités en fonction de leur sensibilité. Suis-je plus sensible à la santé parce qu'on a un comité santé ou suis-je plus sensible à autre chose? Moi, j'utilisais ça au début quand j'ai créé la RSE pour permettre à nos collaborateurs de s'épanouir autrement que par le travail. Parce que je suis convaincu que nous avons tous des valeurs. Les valeurs de l'entreprise sont communes, sont partagées, mais on a quand même des valeurs intrinsèques qu'on aimerait faire éclore au niveau de l'entreprise et qu'on aimerait faire partager avec les gens avec qui on passe le plus de temps. On passe dans notre vie quelque part. Pour moi, c'est extrêmement important. Tu avais quelque chose à rajouter, Sophie? J'allais dire justement le sens, c'est cette soif, cette quête de sens, qu'on cherche au-delà de juste un travail, rémunéré, qui va nous occuper, toute une journée. C'est quel est le sens de ce qu'on fait? C'est quoi la mission plus grande à laquelle on contribue? Alors tu disais, c'est une évidence dans le cas de la laiterie du berger, le modèle a été pensé comme ça. Mais je pense que dans une entreprise de services numériques, on peut aussi trouver, ce sens et cette mission. Et je vous invite, à vraiment aller regarder, ce qu'a fait, Norcis en la matière sur la Oui, perma-entreprise. Il y a un niveau d'engagement des collaborateurs dans cette entreprise qui est assez impressionnant en fait, parce oui. qu'ils sont tous fédérés autour de cette mission et du sens, qu'ils donnent en fait à l'entreprise. Et Alors, je vois d'ailleurs une question dans le chat qui est, pour justement les entreprises numériques, pourrait-on avoir un top 2 des chantiers qui seraient le plus à portée de main? Notamment pour des entreprises, de prestations, sur la partie prestation de services. Heu, alors, alors Abdoulaye, je te laisse, répondre. Moi, je donnerai ma réponse ensuite si tu veux. sincèrement, le chantier le plus accessible, le plus rapide, c'est les collaborateurs. C'est extrêmement important. Je pense qu'à Neurotech, ce qui nous a fortement réussi, c'est qu'on a très vite fait attention à l'épanouissement et au développement de nos collaborateurs. La formation, extrêmement important. C'est un besoin très fort des collaborateurs de monter en compétences, d'être formés. Le bien-être au travail, éventuellement des heures souples de travail. Nous, on est dans un secteur où les gens travaillent facilement la nuit dans des bascules le week-end.
les jours fériés. On a eu des collaborateurs qui ont passé le 24 décembre et le 31 décembre chez un client toute la nuit, et puis dans un territoire qui n'est pas au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et voilà, pour ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est extrêmement important de se concentrer sur les collaborateurs. Je pense que c'est un premier jalon. La rémunération équitable, avoir une grille de salaire, c'est extrêmement important. Avoir des avantages connus. Nous, on a des tickets restaurants que les collaborateurs ont fabriqués eux-mêmes. Donc, nous avons fabriqué nous-mêmes nos tickets restaurants. Nous les avons sécurisés et on essaye régulièrement d'augmenter le montant. Aujourd'hui, ils ont 1000 francs de tickets restaurants par jour. Je t'assure que essayer d'enlever les tickets restaurants sera plus difficile que de faire autre chose. Les gens préfèrent ça même à une augmentation de salaire parce que ça leur permet de pouvoir se payer à manger pour certaines couches sociales. C'est extrêmement important. On a mis en place l'année dernière les frais de scolarité, par exemple, les frais d'inscription pour l'ensemble du personnel, même montant, du chauffeur au PDG. Tout le monde a exactement le même montant. Pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, de petits avantages comme ça, mais aussi permettre aux gens, l'année dernière, on n'a pas senti la COVID, par exemple, Momar, parce que notre comité bien-être au travail nous a fait rigoler toute l'année via Teams. Donc, ils se sont adaptés et toute l'année, ils ont organisé des quiz, ils ont organisé plein de choses où les gens gagnaient des plateaux salés pendant le Ramadan, ou gagnaient des tickets, des bons d'achat. Et c'était très attendu. Et chaque vendredi, 16 h, on se connectait. Les RH en ont profité pour faire des formations sur le management, sur le leadership, en utilisant des quiz. Je pense que le collaborateur peut être rapidement une piste très forte d'engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les clients. Quand on est une entreprise de services numériques, on a des clients en face. Nous, ce qu'on a fait avec nos clients, c'est deux choses. C'est des activités sportives, des activités lucratives, des activités sportives, des activités ludiques, excusez-moi, et puis des activités de partenariat sur nos projets. Quand on est parti à Kaffrine pendant 2 éditions avec Salesforce pour mettre la lumière dans 4 villages, on a amené des clients avec nous qui nous ont accompagnés. Ils ont super apprécié. C'était une expérience extraordinaire. Certains ont participé financièrement, certains ont participé par des dons, d'autres sont venus, ils ont fait les deux. Ils sont venus, ils ont appris à faire des lampes solaires pendant 4 jours et ils les ont installées. C'est une expérience extraordinaire pour nos clients et pour nos collaborateurs. Les tournois de sport que nous organisons, on a une vraie équipe de football à Neurotech, donc qui fait des tournois avec nos collaborateurs. Ça raffermit les liens et ça permet de transformer des clients standards en clients champions. Parce que nous, on aime bien les clients champions qui ont des critères chez nous, de récurrence, de chiffre d'affaires et beaucoup de critères, dont le critère la responsabilité sociétale pour nos clients champions. C'est extrêmement important. Déjà, rien que ça. Et puis, recyclez vos cartouches d'encre. Mettez un box chez vous et mettez vos cartouches d'encre et demandez à une entreprise de venir les recycler. Nous, on fait souvent de la gestion de l'obsolescence. Donc, récupérer les équipements qu'on récupère, les offrir à des universités. On en a offert à l'ISEP, on en a offert à l'université Gaston Berger, ou bien détruisez-les avec un huissier et démontrez que vous les avez détruits de façon responsable. Votre consommation de carburant, nous, on mesure notre consommation de carburant. On a mis en place une application pour mesurer, parce qu'on a beaucoup de véhicules. Certains de nos personnels sont dotés de véhicules de la société, sinon on a aussi les véhicules de la société. Essayez d'acheter des voitures essence et éviter le diesel. Mettre en place un système d'entretien permanent des véhicules, mesurer la consommation du carburant, mettre une petite application pour mesurer la consommation du carburant quotidiennement des véhicules pour savoir ce qu'on consomme, prendre des engagements pour dire au bout de 3 heures de vol d'avion, on ne prend pas business. Donc, si tu prends souvent business, si c'est moins de 3 heures, si tu vas au Mali, prends économie, ne va pas dans un vol business. Quatrième chose, la collectivité, don de sang, subvention à des associations, centres de santé. Nous, on fait notre don de sang chaque année. L'année dernière, on n'a pas fait du fait de la COVID, mais on est sur un grand projet pour une maternité qu'on a déjà accompagnée, qui est démunie de tout, mais qu'on a déjà accompagnée. Et tout ça, ce sont les collaborateurs qui le font. Moi, je suis dans la gouvernance.
je participe à des activités. L'année dernière, notre comité activités ludiques a fait des activités de paintball avec un prix qui a été offert. On est en train de préparer notre futur siège. Nous sommes en train de le penser déjà écologique avec recyclage de l'eau. Et nous avons déjà préparé les peintures qui vont aller dans notre futur siège, qui sera là peut-être que dans 2 ans. Tous les collaborateurs ont dessiné et on a pris un maître dessinateur qui nous a rassemblé les dessins pour faire des tableaux magnifiques que nous avons présentés lors de notre convention au Radisson de cette année. Je peux parler pendant des heures de la RSE, c'est notre deuxième métier. Et ce qui est super dans ce que tu partages, c'est je pense qu'il y a plein de pistes d'action pour ceux qui nous écoutent. Et moi, justement, en synthèse, je dirais le maître mot, c'est travailler avec vos collaborateurs. Parce que, comme tu le dis très bien, en fait, c'est le point de départ de tout. Et c'est en fait ce qui est clé quand je dis travailler avec vos collaborateurs, pour moi, c'est de les former et de les éduquer à ces problématiques. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que si vous êtes, mettons, une entreprise de 100 personnes, avoir un responsable RSE qui fait tout, c'est la meilleure façon pour ne rien faire. Avoir en revanche 100 personnes qui savent qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact positif et qui ont des idées et qui ont les capacités de les mettre en place, vous démultipliez votre force d'impact. Et commencer déjà par travailler, je dirais, en interne, expérimenter. Donc, il y a l'axe du bien-être au travail, comme le disait Abdoulaye. Il y a aussi le travail interne de se dire comment on mesure. Tu disais, on mesure, nous, les consommations de carburant de nos voitures. Le pendant de ça, c'est de faire de la formation à l'éco-conduite, parce que l'un des leviers pour réduire cette consommation, c'est un, que les gens qui utilisent les voitures se rendent compte de la consommation, et deux, qu'ils sachent aussi comment on fait pour, quand on conduit, moins consommer de carburant. Donc, il y a toujours le côté mesurer et former. Et quand je dis mesurer, pour moi, dans le top 2, il y a clairement, en fait, faire son bilan carbone et donc avoir une notion de combien on consomme pour savoir de combien on part, en fait, pour être aussi derrière dans une logique de réduction et trouver des idées pour s'améliorer. Et une fois que vous avez fait ce travail en interne, je dirais la piste majeure derrière, c'est d'éduquer vos clients. Parce que ce que vous avez pu mettre en place et pour une entreprise de services partagés, si jamais vous faites, notamment vous utilisez des applications, formez vos collaborateurs à l'éco-conception de ces applications. Demain, c'est aussi potentiellement une nouvelle offre de service que vous pouvez proposer à vos clients en leur disant que vous êtes capable de développer des applications moins énergivores. Et ça, aujourd'hui, vous répondez aussi à une préoccupation centrale de vos clients. Donc, faire le travail sur soi, c'est aussi la condition pour, demain, je dirais, être plus attractif. Et je reviendrai sur ce que tu mentionnais justement, Abdoulaye, c'est oui, ça va pas faire forcément du business direct, là, aujourd'hui, mais sur le long terme, ça porte ses fruits. Parce qu'il y a un positionnement qui est plus en phase avec les préoccupations du marché et deux, aussi, des relations plus durables, je dirais, avec vos clients, parce que vous leur apportez bien plus qu'un service. Vous leur permettez aussi d'adresser les préoccupations de sens qu'ils ont eux aussi avec leurs collaborateurs. C'est ça. Alors, on a essayé aussi l'année dernière d'essayer, pour ceux qui nous suivent, de former nos collaborateurs au-delà de la responsabilité sociétale sur l'intelligence collective, le design thinking. Parce que ça, c'était extrêmement important. On a même signé avec un partenaire pour pouvoir les aider à structurer leur projet RSE. Et c'était vraiment orienté sur leur projet RSE. On avait sorti un budget pour dire on va former l'ensemble des collaborateurs sur le design thinking et sur l'intelligence collective pour leur permettre de bien structurer leur projet RSE. On va aller très loin. On veut aller de la manière dont on pense nos projets technologiques, nos projets techniques chez nos clients, penser de la même manière nos projets RSE. Pour nous, ça va ensemble. Mais Sophie, ce que tu disais est important, tout ça n'a du sens. Ça ne sert à rien de venir mettre des briques, essayer de faire ceci. Ça peut être mal aussi perçu par les collaborateurs. Il faut que la mission de l'entreprise soit bien définie. Il faut que l'entreprise, que dans l'ADN de l'entreprise, et donc ça tient beaucoup aux fondateurs de l'entreprise. La sincérité, la transparence, les collaborateurs voient ce genre de choses. Si ce n'est pas là, vous n'aurez pas d'adhésion. Et vous aurez fait beaucoup d'actions et ça ne marchera pas. Et vous allez vous demander pourquoi. La cohérence, en fait. Exact. La cohérence est clé. Et le sens derrière que vous mettez et si effectivement les actes suivent les discours.
Et de ce point de vue-là, pour ceux qui suivront du coup le programme de coaching, c'est intéressant parce que le référentiel Bicorp vous force aussi à mesurer ce que vous mettez en place et les effets de ce que vous mettez en place. Donc on est au-delà de juste un exercice de communication qui est aussi un des pièges. Faut pas se le cacher. On est vite tenté de dire on fait quelques petits trucs et on fait une grande communication autour. Ce qui va compter à la fin, c'est l'impact de ces actions et dans quelle finalité elles sont faites. Est-ce que c'est aligné avec la mission de votre entreprise? Et j'ai bien aimé ce que tu disais finalement, l'intention derrière, la sincérité de la démarche en fait. Je ne vois pas d'autres questions et je vois qu'il est midi. On a peut-être le temps pour revenir à ma question d'avant qui était sur la communication sur le progrès, justement, Oui. dans cet exercice. Le fait d'avoir ce rendez-vous annuel, je dirais, qui est du coup le 26 avril, bientôt, Oui. si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Seynabou, tu es là? Oui, je suis là. Tu as la parole. D'accord. Bonjour à tous. Par rapport à notre communication sur le progrès que nous faisons depuis 2014, ça nous a permis de faire une campagne de reporting des indicateurs de performance RSE chaque année. Il y a les données effectivement financières, mais aussi les données sur les données sociales sur l'environnement ainsi que les données sociétales. Et avec cette campagne après avoir fait cette campagne de reporting, nous faisons une analyse des données sur l'année A et l'année A+1. Par exemple, si on a déjà les données de 2019, nous recueillons les données de 2020 et après nous faisons une analyse pour voir qu'est-ce qui explique l'évolution entre l'année N et l'année A et l'année A+1. Ensuite, nous faisons la rédaction de la COP en conformité par rapport aux nouvelles exigences du GRI, le Global Reporting Initiative, qui est recommandé par le Pacte mondial des Nations Unies. Après, nous évaluons également notre COP avant la publication par un panel de parties prenantes, les parties prenantes en interne, mais également externes, nos partenaires, que ce soit les clients, les investisseurs. Une fois que nous aurons recueilli toutes les recommandations pour améliorer notre COP, c'est en ce moment-là que nous faisons la publication le 26 avril de chaque année sur le site des Nations Unies. Super. Ouais. En fait, finalement, ça crée aussi l'opportunité d'un dialogue avec ces parties prenantes. Oui. Voilà. Le fait de partager cette performance. Oui. J'en parlais, c'est une bonne pratique de gouvernance, typiquement, qui permet aussi de créer des relations dans la durée, en fait. C'est ça. Effectivement. Et nous essayons d'aller plus loin cette fois-ci. Et puis là, on est en train la prochaine fois qu'on changera nos statuts, nous mettrons la notion d'entreprise à mission. Donc, nous mettrons nos engagements dans nos statuts. Pour nous, c'est extrêmement important. La deuxième chose que nous allons faire, nous allons créer au niveau du comité d'administration un comité gouvernance responsabilité sociétale dans notre conseil d'administration. Donc, voilà les deux actions que nous allons faire très, très rapidement qui ne demandent pas grand-chose, mais qui demandent des actes posés, mais des actes forts parce que ça change le type d'entreprise que nous voulons devenir demain. Tout à fait. Et merci de souligner cette idée de mettre la mission dans les statuts, de l'inscrire en fait au cœur du réacteur, je dirais, dans l'ADN de l'entreprise même. C'est ça. Parce que c'est une des conditions, notamment pour se certifier Bicorp. Peut-être pour, on va dire, finir sur ce qui était l'objet de notre webinaire, je dirais, je vous ai fait découvrir ce référentiel et vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, pour mesurer ce que vous faites déjà et prendre conscience des briques que vous avez déjà mises en place, avoir des idées aussi de ce que vous pourriez ajouter. C'est un peu ce que Abdoulaye disait aussi, c'est l'exercice de la RSE les a fait progresser en ajoutant progressivement. Et puis peut-être aller un jour chercher cette certification qui est aujourd'hui la certification, je dirais, la plus exigeante au monde sur la RSE parce qu'elle demande d'aller au-delà de juste des pratiques de RSE, de mettre vraiment l'impact au cœur du réacteur. Pourquoi? Parce qu'elle demande de faire ce changement de statut de l'entreprise pour rejoindre cette communauté d'entreprises engagées. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Abdoulaye, hyper riche.
je pense qui engage aussi, donne envie d'agir en reprenant certaines inspirations que vous avez eues. Et puis, je me réjouis de retrouver certains et certaines d'entre vous dans les prochaines semaines dans le programme proposé par l'ITC dans le cadre de NTF4. Et s'il vous reste des questions, de toute façon, je vous enverrai le support de présentation et vous aurez le replay à disposition. Diabel, je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup pour ce webinaire. L'heure est passée vite, hein, alors qu'au début, on se posait la question. C'est vrai que c'est un sujet intéressant, déjà dans le contenu de ce que tu as présenté, mais le témoignage d'Abdoulaye aussi a donné encore une autre dimension. Et je pense en termes de sensibilisation, ça parle de lui-même, quoi. Ce témoignage parle de lui-même. Et je pense que beaucoup de nos bénéficiaires qui n'ont pas été présents sur ce sujet, enfin sur ce webinaire, devraient écouter, devraient suivre ce replay-là après. Bon, en tout cas, je ferai en sorte que les gens puissent le suivre parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements et on sent l'engagement d'Abdoulaye de Neurotech sur ce sujet-là, quoi. Et les quelques questions qui sont posées, notamment par Gain des 2000, par ADN, etc., montrent justement, les gens peut-être dans notre secteur se posent souvent la question de oui, mais impact social, nous, voilà, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, quoi. C'est quelque chose, c'est pas une préoccupation immédiate, mais quand on entend le témoignage d'Abdoulaye, on se rend compte que c'est par plein de gestes, d'activités, de choses que l'on peut mettre en place facilement, quoi, que l'on peut, notamment si on travaille sur les collaborateurs, comme il l'a dit, comme priorité. Donc, merci beaucoup à tous. L'heure est passée vite. On a démarré à 10h05, il est 10h06. Je ne sais pas s'il y a une question complémentaire, on pourrait y répondre, mais sinon, effectivement, j'en profite pour remercier vraiment tout le monde pour ce super webinaire-là. Moi, j'ai une question, Diabel. Comment ça va se passer à la suite du webinaire? Est-ce que c'est toi qui organises les prochaines sessions? Alors, quand je vous ai envoyé le premier mail dessus, donc il y avait les deux sujets, le premier webinaire de sensibilisation, ce qu'on fait aujourd'hui, et la deuxième partie, c'était justement pour sélectionner cinq bénéficiaires qui pourront profiter de ce coaching-là de Sophie pour mesurer leur impact. Donc ça vient de toi. On a eu... Okay. Voilà, ça viendra de moi. Là, dans la semaine, on enverra la liste des 5 qui ont été retenus. Et après, derrière, on communiquera sur le planning. Sophie peut en dire 2 mots. Hein. Je pense que c'est sur un planning sur 5 semaines. C'est relativement léger dans un premier temps, hein, avec des sessions d'une heure, une session collective et des sessions individuelles d'une heure. Mais ça, on reviendra avec une communication ciblée sur ça. Pour celles et ceux qui le suivront, la logique, c'est on aura une session d'abord individuelle pour mieux comprendre votre entreprise et créer votre questionnaire et vous permettre aussi d'identifier quels sont un peu les axes clés de travail. Et après, l'idée de le faire en collectif, c'est de pouvoir avancer en fait progressivement dans le référentiel et avoir ce partage de bonnes pratiques. Parce qu'en regardant le chat et en t'écoutant, Abdoulaye, je suis sûre que vous avez aussi à apprendre les uns des autres de ce que vous avez pu mettre en place. Et c'est vrai que le référentiel est une super, je dirais, grille de lecture qui permet derrière un échange plus facilité de bonnes pratiques. Pour celles et ceux qui ne pourront pas forcément le suivre, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous créer du coup un compte et d'aller voir un peu ce qu'il y a comme question. Et pourquoi pas, en fait, Abdoulaye le disait, les collaborateurs sont clés. Embarquer quelques collègues autour du sujet. Les bons collègues à embarquer, c'est une personne en tout cas qui travaille aux ressources humaines, une personne qui a la vision sur vos consommations d'énergie, votre empreinte environnementale, une personne qui est très en lien avec vos fournisseurs. Et je dirais le profil parfait dans un groupe de travail comme ça, c'est quelqu'un qui a envie de collaborer et de faire avancer l'entreprise sur ces sujets, peu importe d'où est-ce qu'elle part, et utiliser le référentiel un peu pour vous questionner et avancer. Je pense que c'est un outil aujourd'hui qui est gratuit parce que c'est une ONG qui est derrière, qui a vraiment à cœur de permettre aux entreprises de mesurer leur impact. Et ça commence par là. Une fois qu'on mesure, on ne peut que s'améliorer. Et chercher à s'améliorer, c'est un peu un déclic humain de se dire mais je peux toujours aller de l'avant et m'améliorer. Et donc, je trouve que ce référentiel de ce point de vue-là est super bien fait pour ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous.